Bonjour à toutes et à tous, amis, citoyens, camarades. J'interviens aujourd'hui sur la question qui est dans toutes les têtes, celle du 7 mars et de ses suites, à savoir comment gagner le bras de fer contre Macron pour le retrait de la contre-réforme des retraites et pour une contre-offensive générale ensuite de la classe ouvrière et du monde du travail. Alors, je signale d'abord que j'interviens en tant que secrétaire national adjoint du pôle de renaissance communiste en France, et que par ailleurs, eh bien, je pense avoir une certaine légitimité aussi pour intervenir sur ce terrain, parce que toute ma vie, j'ai milité syndicalement. J'ai été délégué syndical pendant de longues années, à peu près dans tous les établissements où j'ai pu travailler. Et donc, je commencerai par poser la question qui est celle des enjeux de ce 7 mars. Le point principal étant ce que j'appellerais la bascule qui risque de s'y produire. La bascule. Pourquoi? Eh bien, parce que, en quelque sorte, des deux côtés, côté gouvernemental et patronal et côté classe ouvrière et monde du travail, on joue quelque part son va-tout. Son va-tout. Pourquoi? Parce que, eh bien, si jamais Macron parvenait, malgré notre mobilisation, à imposer sa réforme, il n'en resterait pas là. Et ce serait la lalie contre ce qui subsiste des acquis, des grandes conquêtes sociales du Front populaire et surtout de la libération de l'époque où les ministres communistes, Thorez, Croizat, Marcel Paul, Jacques Duclos étant président de l'Assemblée nationale, ont mis en place les conventions collectives, les statuts de la fonction publique, les nationalisations d'EDF, de Renault et ainsi de suite, le code du travail protecteur, le SMIG et j'en passe, sous des formes variées. Et la Sécu, bien entendu, comment allais-je oublier la Sécu? Tout cela serait forcément dans le collimateur parce qu'il se dirait, ben voilà, on a gagné le bras de fer, maintenant on va pouvoir occuper le terrain conformément à ce qu'exigent de nous nos véritables mentors, c'est-à-dire le MEDEF en France et l'Union européenne à l'échelle continentale qui orchestre toutes ces attaques contre les retraites, contre la Sécu, contre les services publics, et j'en passe. Alors, ici, la question qui se pose, c'est qu'à l'inverse, si la classe ouvrière gagnait ce bras de fer, et si elle imposait le retrait, eh bien la bascule se ferait de l'autre côté. Et se poserait alors la question numéro 1, c'est-à-dire celle de la revalorisation et de la réindexation des salaires, et notamment des petits et moyens salaires, avec l'énorme rattrapage qu'il faut promouvoir pour pouvoir rattraper tout ce qui a été, disons, lâché au patronat au cours des 40 dernières années. La question du produire en France, de la fin des délocalisations, de la reconstitution d'un véritable secteur public, de la remise en place de services publics dignes de ce nom, à commencer par l'hôpital public, l'électricité et l'éducation nationale, bien entendu, l'université, et par conséquent, donc, une nouvelle page de l'offensive pour les acquis sociaux, pour le progrès social, et ainsi de suite. Voilà donc l'enjeu, il est considérable. Alors à partir de là, comment faire pour gagner? La première des choses, me semble-t-il, c'est d'être clair sur l'objectif qui est le retrait total. On ne négocie pas les régressions, retrait total du projet Macron. Attention, parce que même si actuellement l'intersyndicale montre un front uni, nous savons très bien que Laurent Berger a déjà poignardé à plusieurs reprises dans le dos le mouvement syndicaliste. Et bon, qu'il faut être pour le moins vigilant à cet égard. Et que, bon, on n'aille pas négocier des clopinettes au dernier moment, alors que ce que veut l'immense majorité du monde du travail et du peuple français, c'est le retrait pur et simple du projet Macron, du Macron être totalement discrédité à la sortie du bras de fer, et donc que puisse se poser à son sujet la question tout simplement de sa démission. Je rappelle que cet homme a été élu dans des conditions de piège électoral complet, puisque avec le dispositif du quinquennat et avec le verrou du Front National sur le deuxième tour de l'élection présidentielle, à chaque fois, c'est un président qui n'a pas l'aval des Français pour
sa politique, mais qui est simplement mise en place parce qu'il faut faire barrage, nous dit-on, à Le Pen, et que par conséquent, il est élu sans majorité politique. Et que c'est encore pire ensuite avec les législatives, puisque une nouvelle fois, la majorité des Français s'est abstenue au deuxième tour et que l'immense majorité des ouvriers et des employés s'est abstenue au deuxième tour, si bien que les députés actuels, malgré les mérites de certains d'entre eux, ne sont pas représentatifs du peuple, qu'il y a un énorme problème de crise démocratique dans ce pays, d'illégitimité des institutions prétendument représentatives. Nous devons respecter les institutions représentatives à condition qu'elles le soient. Ce n'est pas le cas. Et ce que je dis là n'est pas une opinion, mais un fait. Il suffit de regarder les pourcentages et les résultats. Alors, à partir de là, donc, retrait total, et puis bien sûr, retrait aussi sur les soi-disant à côté, parce que je ne suis pas de ceux qui disent, avec Fabien Roussel, que bon, voilà, le point d'achoppement, c'est les 64 ans, il suffit de mettre au référendum les 64 ans, et puis là, en gros, on pourra discuter. Ben non, on aura un grand débat. Ben non, on veut aussi, nous, les salariés, nous, les retraités, des gens en pension, si l'on peut dire, on veut la réindexation des pensions pour ce qui est des retraités et pour ce qui est des actifs, au minimum le retour à la retraite à 60 ans. On n'accepte pas les 62 ans qui nous ont été imposés par Sarkozy, on n'accepte pas l'allongement des annuités qui a été mis en place par Marisol Touraine, toujours dans la même perspective de ces réformes maastrichtiennes, on n'accepte pas non plus les décotes qui ont plu sur les travailleurs et surtout sur les travailleuses en cette veille de 8 mars, depuis Balladur 97 et depuis 94, je crois, 94, et depuis Fillon 2003, puisque ces décotes font que des millions de travailleurs retraités arrivent dans des conditions quasiment de misère au moment de leur prise de retraite. C'est un paquet global, ici, qu'il faut avoir véritablement en tête. Alors, il faut, deuxième chose aussi, non pas peut-être qu'on mette ça comme objectif immédiat de la lutte, mais qu'on l'ait en tête et que ça soit présent dans nos AG de lutte. La question des salaires, la question de l'emploi, la question, y compris du logement social, parce que pour des millions de gens, le problème numéro un, c'est les trajets extraordinaires qu'ils doivent faire tous les jours pour aller au boulot et en revenir. Si bien que des millions de gens n'ont plus de vie, passent tout à fait leur vie au travail, c'est-à-dire sont objectivement des esclaves. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave, sinon quelqu'un dont tout le temps appartient au patronat? Voilà, il faut qu'en tout cas que ces questions-là soient débattues, parce qu'il faudra ensuite que, si nous gagnons, il y ait une suite, une contre-offensive, une contre-attaque générale, comme ça a été le cas en 1936, comme ça a été le cas en 1945, comme ça a été le cas en 68, en mai 68, tout simplement, où, ne l'oublions pas, les salaires ont été augmentés de 10% en moyenne, le SMIC de 30%. Voilà. Il faut aussi, bien sûr, une démocratie de lutte. Il faut que le combat soit mené de la façon la plus démocratique qui soit, à la base, à partir des entreprises, que la lutte soit mise sous, en quelque sorte, la protection permanente des grévistes. C'est eux qui décident, hein, et c'est eux qui décident des formes aussi de blocage, et qui, effectivement, doivent à ce moment-là aussi se lier entre eux, de bas en haut, faire de l'interpro au maximum, faire en sorte qu'on n'accepte pas la division entre public et privé, entre étudiants actifs et retraités, entre Français et immigrés, entre postiers, enseignants et hospitaliers, par exemple, pour ce qui est du public, entre les différents secteurs du privé, quand il s'agit de la chimie, de la métallurgie, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qui fait la force de la classe ouvrière, c'est le tous ensemble, en même temps, et jusqu'à la victoire, hasta la victoria siempre, jusqu'à la victoire toujours, comme aurait dit le Che. Donc, démocratie de lutte, c'est extrêmement important. Il faut aussi, bien sûr, que se déploie au maximum, et il y a une belle offensive en cours à l'heure actuelle, ce que j'appellerais le syndicalisme de classe et de masse. Tant que ce syndicalisme a prévalu en France, il y a eu d'immenses victoires. Je parlais de celles de 36, de 45 ou de 68.
On aurait pu parler des victoires de 1905-1906, et ainsi de suite, alors que lorsque les éléments de conciliation avec le capital, de collaboration de classe, de syndicalisme d'accompagnement ont gagné au sein du mouvement, ça a été pour accompagner des reculs, des régressions. C'est à cela qu'il faut mettre un terme, et donc n'ayons pas peur de soutenir ce syndicalisme de classe et de masse. Il ne doit faire peur qu'au grand patronat et qu'au gouvernement, et non pas à un salarié un tant soit peu conscient de ses intérêts. Il faut aussi que nous tendions la main à toutes ces couches moyennes qui sont actuellement donc écrasées par le grand capital. Je pense par exemple aux professions médicales, je pense aux artisans boulangers, je pense aux petits paysans, à tous ces gens qui souffrent et qui sont aux portes de la ruine à cause effectivement de l'inflation, de la méga-inflation dont profite sur fond de guerre impérialiste en direction de l'Est le grand capital, les actionnaires du CAC 40, de Total et ainsi de suite. Ici, le monde du travail, tout en restant bien au centre, la classe ouvrière, tout en montrant sa centralité, et on la voit, même les antimarxistes les plus bornés sont obligés de le constater, quand ce sont les travailleurs de la chimie, par exemple des raffineries, ou les travailleurs d'EDF qui mènent la danse, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des techniciens, certes, qui font partie de la classe ouvrière, oui, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois que c'est très important de bien le voir. Il s'agit aussi d'avoir un maximum de slogans clairs. Et le 7, effectivement, que monte la clameur vers la grève générale, vers la grève interprofessionnelle, vers le blocage des profits capitalistes. Et à ce sujet, nous, au PRCF, nous ne disons pas « bloquons le pays, bloquons l'économie », ce qui fait le jeu, sans qu'on s'en doute avec les mots qu'on emploie de nos adversaires. Ce qui bloque le pays, mais c'est le grand capital, c'est la course éperdue au tout profit, c'est la construction européenne qui démolit pièce par pièce la France des travailleurs construite par le CNR, par exemple. C'est eux qui bloquent le pays. Nous, ce qu'on veut, c'est bloquer le profit capitaliste. Et à partir de là, le but n'est pas de bloquer le pays, il est même, je dirais, de débloquer le pays, que bloque le capitalisme, que bloque le tout profit. Donc, ils cassent nos acquis, bloquons leurs profits, voilà un bon slogan. Ou ils cassent notre pays, bloquons leurs profits. Voilà, et il n'y a pas lieu ici de paniquer, puisque on nous annonçait la catastrophe absolue en 68. Moi, j'ai commencé à batailler quand j'avais 16 ans, lors du mouvement de mai 68. On nous promettait la catastrophe absolue, et au contraire, effectivement, la période qui a suivi mai 68 a été la plus grande période d'expansion de l'économie française, parce que les gens avaient enfin de quoi satisfaire leurs besoins. Les gens, les ouvriers, les employés, avaient enfin, et c'est eux qui forment la masse du peuple, les moyens de satisfaire leurs besoins de nourriture, de logement, de vêtements, de partir en vacances, et ainsi de suite. Bon, tout cela nous paraît extrêmement important. Mais maintenant, je vais dire que tout cela ne serait encore rien si, à l'occasion de ces grandes manifestations, et les militants franchement communistes que nous sommes y travaillent sans relâche, le lien n'était pas fait, la jonction n'était pas faite entre les luttes pour le progrès social et les luttes pour la paix. Amis et camarades, nous sommes à la porte peut-être d'une troisième guerre mondiale, mais comment ne le pas voir, hein? En Ukraine, les choses ne cessent de se durcir. On voit bien que il n'y a aucune volonté de négocier de la part de l'UE et de l'OTAN, que c'est au contraire l'envoi permanent d'armes au lieu de demander la désescalade, la négociation et la paix, comme ça avait été au départ proposé, mais mensongèrement sous les accords de Minsk, qui préservaient l'autonomie du Donbass russophone dans le cadre de l'Ukraine. Tout ça a été balayé. Et c'est Hollande et Angela Merkel qui s'en vantent en disant qu'à l'époque ils ont menti, que ces accords de Minsk n'étaient qu'un rideau de fumée. Bon, mais il y a aussi Taïwan, où ça peut déraper à tout moment, de la part des Américains. Mais il y a aussi la péninsule coréenne, qui est aussi une poudrière. On voit bien que l'enjeu, c'est pour les États-Unis et pour l'Union européenne de garder leur domination mondiale autour du dollar et de son petit frère l'euro. Et donc de maintenir à toute force le couvercle sur le monde, alors que dans les pays émergents, on ne veut plus, à aucun prix,
de cette domination euro-atlantique. Et que donc, bien sûr, les États-Unis, en défendant leur hégémonie mondiale, veulent aussi, puisqu'ils en sont la clé de voûte, défendre le système de domination capitaliste, impérialiste, tel qu'il est aujourd'hui, avec leur hégémone, comme disent les spécialistes de géopolitique, à savoir donc les États-Unis d'Amérique, que je ne confonds pas, faut-il le dire, avec le peuple américain, avec la classe ouvrière américaine, qui vient d'ailleurs de mener des luttes et des grèves absolument remarquables à Amazon, chez les cheminots américains et chez John Deere, le fabricant de tracteurs. Alors voilà, donc ça, il faut avoir ça en tête, parce que comment ne pas voir que les 2% qu'ils ont piqué sur les retraites en termes de PIB, eh bien, ils vont servir aux 2% que demande l'OTAN pour augmenter chaque année le budget de chaque pays de l'OTAN pour faire la guerre mondiale dont je viens de parler. Et comment ne pas voir que derrière, il y a la loi de programmation militaire mise en place par Macron, qui va se traduire par 400 milliards de dépenses. 400, alors qu'on nous dit que pour les retraites, il manque quelques milliards. C'est scandaleux, c'est honteux. Et donc nous nous disons dans les manifs, et nous vous appelons, vous tous, que vous soyez ou non au PRCF, il y a déjà des syndicalistes qui le crient, et qui reprennent le slogan qui est sur nos affiches rouges, que vous voyez peut-être dans votre environnement actuel. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les pensions, pas pour les marchands de canons. Voilà, il faut que ces choses-là sortent et que nous soyons enfin en France à la hauteur de nos voisins. En Allemagne, il y a de grandes manifestations pour la paix. En Italie, les dockers italiens ont bloqué l'envoi d'armes sur le champ de bataille, conformément à leur grande tradition de lutte. Et dans d'autres pays, effectivement, se mène bien plus fortement que chez nous cette lutte pour la paix qui est chez nous torpillée par les faux amis de la paix, ceux qui défilent derrière des drapeaux des partisans du régime de Kiev, amis de Bandera, le génocideur nazi. Voilà, donc, oui, des crédits pour le progrès social et pas pour la guerre. Et donc, oui à la grève générale et non à la guerre mondiale. Hein, si on peut faire ici ce qui est certes un raccourci, mais quelquefois les raccourcis sont utiles parce que voilà comment ça se passe. Je dirais qu'un autre, je m'adresse aussi aux patriotes dans ce pays, aux véritables patriotes, parmi lesquels je ne classe pas les racistes, les xénophobes et autres partisans, effectivement, d'un repli de la France sur elle-même. Bon, c'est pas du tout ça dont il est question. Les vrais patriotes, c'est-à-dire d'abord ceux qui ne veulent pas que la France soit détruite et anéantie même dans le cadre de ce qui serait donc un conflit mondial dont notre pays ne réchapperait pas vu sa taille, de ceux qui tout simplement veulent aussi que la France retrouve son indépendance, comme c'était le cas à l'époque où, par exemple, encore, effectivement, Chirac était capable de dire non à l'invasion américaine de l'Irak, ou à l'époque de De Gaulle, quand il mettait dehors les bases américaines de l'OTAN, et que donc la France pouvait, à l'échelle mondiale, jouer un rôle qui était certes celui d'une France bourgeoise largement impérialiste et qui n'avait pas toujours, disons, les mains propres, notamment en Afrique, mais qui néanmoins pouvait jouer un rôle pour la détente mondiale. Rappelez-vous le voyage de Gaulle à Moscou en 1966, ou sa reconnaissance pionnière de la Chine populaire. Donc voilà, l'indépendance nationale, ça marche de pair avec la question du progrès social, et puis c'est la question aussi de l'antifascisme, puisque bien sûr, pour imposer leur programme de casse sociale dans toute l'Europe, pour imposer leur programme de guerre mondiale, dont ne veulent pas les peuples, bien évidemment. Déjà, la majorité des Français ne veulent plus. Les sondages le montrent qu'on envoie des armes sans fin en Ukraine. Ils ont tout simplement compris que ça allait tôt ou tard nous retomber gravement sur la figure. Et donc, pour imposer tout ça, eh bien, il faut une fascisation. Il faut serrer la vis, il faut serrer le couvercle, il faut visser le mouvement populaire. Et c'est ainsi qu'on voit, bon, par exemple, les partis communistes qui sont interdits désormais en Ukraine, bien entendu, mais également en Pologne, c'est en triste voie, dans les pays baltes, et j'en passe. Hein. Donc, pour nous, ça marche ensemble. Il y a une cohérence qui est celle du progrès social, de la marche au socialisme, pour ce qui nous concerne, nous communistes, de l'indépendance nationale, de la défense de la paix et de la lutte contre le fascisme. Ça, c'est une cohérence progressiste. C'était celle, au fond, du Conseil national de la résistance. Et la contre-cohérence réactionnaire qu'il y a en face, c'est-à-dire la construction euro-atlantique, porteuse de guerre mondiale, porteuse de fascisation,
porteuse de destruction totale des nations indépendantes et porteuse de rasement de tous les acquis sociaux les uns après les autres à l'échelle continentale. Alors, cela étant, effectivement, eh bien, nous devons ici avancer fortement et faire en sorte que dans le cadre de ces manifestations pour le progrès social, pour le retrait du contre-projet de la contre-réforme Macron, eh bien, le mouvement populaire fasse un véritable bond en avant vers, disons, sa recomposition, son passage à l'offensive. Aujourd'hui, il est défensif. Il peut, sur cette base, passer à la contre-offensive et prendre l'offensive. Ça peut être très intéressant. Il suffit d'ailleurs de regarder qu'en Angleterre, plus exactement en Grande-Bretagne, parce que les Écossais et les Gallois ne sont pas les derniers dans la bataille, effectivement, eh bien, il y a déjà eu quasiment des grèves générales ces derniers temps et que le mouvement britannique ne désarme pas. Et donc ici, je ne m'adresse pas qu'aux patriotes, parce que moi, nous, les marxistes et les léninistes, nous n'opposons pas l'internationalisme prolétarien au patriotisme populaire, et je m'adresse aussi donc aux internationalistes de tous les pays. Si nous pouvions dire, à l'issue de ce mouvement, comme paraît-il Louis XIV le disait à propos de l'Espagne, il n'y a plus de Pyrénées, si nous pouvions dire, il n'y a plus de Manche ou de Channel, mais les travailleurs anglais et français font jonction pour le progrès social, l'indépendance nationale, la paix, et ainsi de suite, ce serait vraiment un très très grand pas en avant. Je termine en disant que tout ça nécessite aussi que, véritablement, vous qui m'écoutez, vous réfléchissiez bien à la nécessité d'une reconstitution du Parti communiste, du véritable Parti communiste dans ce pays. D'un Parti communiste qui n'a pas peur d'afficher l'Alliance ouvrière et paysanne de la Faucille et du Marteau, l'Alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore de l'indépendance nationale, plus la colombe de la paix, pour faire bon poids, en quelque sorte, en cet anniversaire de l'appel de Stockholm. Et donc ici, d'une façon générale, il faut que renaisse ce Parti communiste. Sinon, le peuple est désarmé. Sinon, il n'y a pas d'alternative politique. Quand il n'y a pas d'alternative politique, les luttes syndicales les plus fortes ne peuvent pas véritablement avoir tout leur élan. Rappelez-vous qu'en 1936, il y avait le Front populaire, qu'en 1945, il y avait les Jours heureux, le CNR, et que, effectivement, aujourd'hui, il nous faut faire vivre cette alternative tricolore et rouge, pacifique, antifasciste, populaire, patriotique, internationaliste, écologiste aussi, parce qu'il faut défendre l'environnement contre le tout profit, féministe également, puisque nous arrivons au 8 mars, et que ça serait extraordinaire que le 8 mars 2023 soit à la fois la journée internationale des droits des femmes, instituée par Clara Zetkin, la communiste, qui était la représentante de l'internationale communiste au congrès de Tours, fondateur du PCF en 1920, mais aussi, le 8 mars, c'était le début de la révolution russe. On dit la révolution de février parce que les Russes n'avaient pas le même calendrier que nous, mais c'est le 8 mars qu'elle a commencé en Russie. Et donc, quel symbole si, en même temps, eh bien, le mouvement féministe sur des bases de classe anticapitaliste et le mouvement de la classe ouvrière convergeaient pour une large contre-offensive qui ne demande qu'à se huer à une offensive générale des classes populaires et dominées dans notre pays, et peut-être pas seulement dans notre pays. Et pour cela, eh bien, il faut aussi se doter d'un véritable parti communiste. C'est à quoi travaille le pôle de renaissance communiste, c'est à quoi travaille la jeunesse pour la renaissance communiste en France, et je vous appelle très sincèrement à y réfléchir, à nous renforcer, à nous rejoindre si vous vous sentez communiste, et en tout cas à nous aider si tout simplement vous avez compris que quand un parti communiste est fort dans ce pays, il y a des avancées, que quand un parti communiste décline et s'avachit et laisse tomber la lutte ou rallie l'union sacrée jaune et bleue et autres, eh bien là au contraire, eh bien pour la classe ouvrière c'est dramatique, pour la paix c'est dramatique, pour la démocratie c'est dramatique. Donc aidez-nous à faire revivre en France le véritable parti communiste, le parti communiste de combat au service de tout le monde du travail. Je vous remercie de votre écoute.